Bonjour à tous. Comment certaines équipes traversent-elles les crises en ressortant plus fortes, tandis que d'autres s'effondrent sous la pression? Pourquoi le même événement stressant peut-il galvaniser une équipe ou en paralyser une autre? Et si la clé résidait dans la compréhension des profils énéagrammes et de nos collaborateurs? Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress et de la construction de la résilience dans une équipe en utilisant la sagesse de l'énéagramme et les recherches d'Amy Edmondson. Permettez-moi de vous présenter l'experte du jour, Amy Edmondson. Professeure de leadership et de management à la Harvard Business School, elle est mondialement connue pour les travaux qu'elle a faits sur la sécurité psychologique et l'apprentissage organisationnel. Son concept de sécurité psychologique a complètement transformé notre compréhension de ce qui fait une équipe performe sous pression. Elle a montré que les équipes les plus résilientes ne sont pas celles qui évitent les erreurs, mais celles où les membres se sentent suffisamment en sécurité pour prendre des risques, faire des erreurs et apprendre ensemble. Maintenant, la partie intéressante, c'est de croiser ces recherches avec l'énéagramme. Voyez-vous, chaque profil réagirait différemment au stress, aurait des déclencheurs spécifiques et des besoins particuliers pour retrouver son équilibre. Une équipe qui comprendrait ces différences pourrait non seulement mieux gérer les périodes de tension, mais aussi créer des pratiques de soutien mutuel vraiment efficaces. Alors, imaginez une équipe où chaque membre comprendrait non seulement ses propres réactions au stress, mais aussi celles de ses collègues, où les pratiques de régulation seraient adaptées aux besoins spécifiques de chacun, où la résilience ne serait pas une qualité individuelle à développer, mais une capacité collective à cultiver. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et puis, avec l'accélération du monde du travail, les restructurations constantes, les crises qui se succèdent, cette compréhension devient vraiment importante. Amy Edmondson nous dit que le stress n'est pas l'ennemi, c'est notre incapacité à le gérer collectivement qui détruit les équipes. Et l'énéagramme, eh bien, il est là et il nous donne les clés pour transformer ce défi en opportunité de croissance. Pour le programme aujourd'hui, d'abord, nous verrons comment chaque profil réagit typiquement au stress et quels sont ses signaux d'alarme. Ensuite, nous explorerons les mécanismes de régulation spécifiques à chaque profil. Puis, nous découvrirons comment créer une culture de sécurité psychologique adaptée à la diversité des profils. Et enfin, nous verrons des pratiques concrètes de soutien mutuel et de résilience collective. Première partie, les réactions au stress selon les profils. Commençons par comprendre comment chaque profil réagirait typiquement face au stress. Le profil 1, sous pression, pourrait devenir encore plus critique et perfectionniste. Son stress se manifesterait par une irritabilité accrue, une rigidité dans les procédures, une intolérance aux erreurs, les siennes comme celles des autres. Il pourrait s'épuiser à vouloir tout contrôler, tout vérifier, tout perfectionner, au point de créer des sortes de goulots d'étranglement dans l'équipe. Le profil 2, en situation de stress, pourrait intensifier ses comportements d'aide au point de s'oublier complètement. Il pourrait devenir envahissant, vouloir sauver tout le monde, puis basculer dans le ressentiment quand ses efforts ne sont pas reconnus. Son épuisement viendrait de cette tendance à porter le poids émotionnel de toute l'équipe sur ses épaules. Pour le profil 3, le stress déclencherait une hyperactivité frénétique. Il pourrait devenir obsédé par les résultats, perdre tout équilibre de vie professionnelle et pousser l'équipe au-delà de ses limites. Paradoxalement, cette course à la performance pourrait diminuer la qualité du travail et augmenter les erreurs. Le profil 4, face au stress, pourrait se replier dans ses émotions négatives. Il pourrait voir tout en noir, se sentir incompris, développer un sentiment que l'équipe ne reconnaît pas sa valeur unique. Son stress se manifesterait par des sautes d'humeur, un retrait émotionnel, parfois une dramatisation des situations. Le profil 5, sous pression, pourrait se retrancher encore plus. Il pourrait devenir distant, peu communicatif, accumuler les informations sans les partager. Son stress se manifesterait par un isolement croissant,
une difficulté à demander de l'aide et une tendance à vouloir tout résoudre seul dans son coin. Pour le profil 6, le stress amplifierait ses anxiétés. Il pourrait imaginer tous les scénarios catastrophes, questionner chaque décision, douter de la fiabilité de ses collègues. Paradoxalement, il pourrait osciller entre la prudence paralysante et des actions impulsives pour prouver qu'il n'a pas peur. Le profil 7, face au stress, pourrait multiplier les activités, les projets, pour éviter de ressentir l'inconfort. Il pourrait devenir dispersé, avoir du mal à se concentrer, sauter d'une idée à l'autre sans rien finaliser. Son optimisme, forcé, pourrait masquer une anxiété profonde et empêcher l'équipe d'adresser les vrais problèmes. Le profil 8, sous pression, pourrait devenir encore plus contrôlant et dominateur. Il pourrait prendre toutes les décisions unilatéralement, écraser les oppositions, créer un climat de confrontation. Son stress se manifesterait par une agressivité accrue, une impatience avec ce qu'il percevrait comme de la faiblesse. Enfin, le profil 9, face au stress, pourrait se désengager complètement. Il pourrait devenir encore plus passif, éviter les conflits au point de ne plus exprimer ses opinions, procrastiner sur les décisions importantes. Son stress se manifesterait par une léthargie, une difficulté à prioriser, une tendance à se perdre dans des détails peu importants. Deuxième partie, les mécanismes de régulation adaptés. Maintenant, voyons comment aider chaque profil à réguler son stress. Pour le profil 1, la clé serait d'apprendre à accepter l'imperfection. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience pourraient l'aider à relâcher son besoin de contrôle. Dans l'équipe, lui donner la permission explicite de faire des erreurs, célébrer les apprentissages, plutôt que seulement les réussites parfaites. Le profil 2 aurait besoin d'apprendre à reconnaître et exprimer ses propres besoins. Des temps de pause obligatoires, des moments où il reçoit du soutien sans avoir à les demander. L'équipe pourrait instituer des rituels de reconnaissance qui valorisent son apport sans qu'il ait à s'épuiser pour le mériter. Pour le profil 3, l'enjeu serait de redéfinir le succès au-delà de la performance pure. Des pratiques de déconnexion, des objectifs qui incluent le bien-être et pas seulement les résultats. L'équipe pourrait valoriser l'authenticité et la vulnérabilité autant que les accomplissements. Le profil 4 bénéficierait de pratiques qui l'ancrent dans le moment présent et le positif. Un journal de gratitude, des moments de partage où ses contributions uniques sont reconnues. L'équipe pourrait créer des espaces pour l'expression créative et émotionnelle tout en l'aidant à relativiser les drames. Le profil 5 aurait besoin de structures qui l'encouragent à partager sans le submerger. Des check-ins écrits plutôt qu'oraux, des temps définis pour la réflexion individuelle avant les réunions. L'équipe pourrait respecter son besoin de solitude tout en l'incluant dans les moments clés. Pour le profil 6, créer des repères stables et des processus clairs réduirait l'anxiété. Des plans B systématiques et des validations régulières des décisions prises. L'équipe pourrait instituer par exemple des pratiques de feedback réguliers qui confirment que tout va bien, pas seulement quand il y a des problèmes. Le profil 7 bénéficierait de pratiques qui l'aident à rester focus sans perdre sa joie. Des projets variés mais avec des échéances très claires, des moments de célébration intégrés au travail. Et l'équipe pourrait alors canaliser son énergie créative tout en l'aidant à aller au bout des choses. Pour le profil 8, des espaces où la vulnérabilité est valorisée seraient essentiels, où il peut lâcher le contrôle sans que tout s'effondre. L'équipe pourrait lui montrer que la force peut aussi s'exprimer dans la douleur et la collaboration. Le profil 9 aurait besoin d'encouragement actif pour s'affirmer. Des questions directes sur ses préférences, des responsabilités claires qui l'empêchent de se fondre dans le groupe. L'équipe pourrait créer des espaces sécurisés pour l'expression des désaccords. Troisième partie. Créer la sécurité psychologique. Alors, c'est là qu'Amy Edmondson entre vraiment en jeu. La sécurité psychologique, c'est ce climat d'équipe où chacun se sent libre de prendre des risques, de faire des erreurs, de poser des questions, sans craindre d'être humilié, puni. Mais voyez-vous, créer cette sécurité psychologique, c'est pas la même chose pour tous les profils. Un profil 5 aurait besoin de temps pour réfléchir avant de poser ses idées. Forcer la spontanéité, ça le mettrait en insécurité.
Un profil 8, lui, aurait besoin de savoir que ses opinions directes ne sont pas perçues comme de l'agressivité. Edmondson nous dit que le leader joue un rôle crucial. Il doit modéliser la vulnérabilité, admettre ses propres erreurs, poser des questions. Mais avec l'énéagramme, on comprend que cette modélisation devrait s'adapter. Face à un profil si anxieux, un leader pourrait partager ses propres doutes tout en montrant comment il les gère. Face à un profil imperfectionniste, il pourrait célébrer ses propres apprentissages issus d'erreurs. Et puis, il y a la question du feedback. Chaque profil le recevrait différemment. Un profil 3 pourrait avoir besoin qu'on sépare sa valeur personnelle de sa performance. Un profil 9 pourrait avoir besoin d'encouragement pour exprimer ses désaccords. La sécurité psychologique, c'est aussi permettre l'expression des émotions. Mais attention, chaque profil les exprime différemment. Un profil 4 aurait besoin de plus d'espace pour ses émotions intenses, tandis qu'un profil 5 préférerait les traiter en privé d'abord. L'équipe doit apprendre à accueillir cette diversité. Quatrième partie. Pratique de soutien mutuel. Maintenant, parlons des pratiques concrètes. D'abord, la mise en place de binômes de soutien basés sur la complémentarité des profils. Un profil 7 optimiste pourrait être jumelé avec un profil 4 pour l'aider à voir au-delà du négatif. Un profil 5 plus analytique pourrait soutenir un profil 2 à prendre du recul sur ses émotions. Ensuite, des rituels d'équipe adaptés. Par exemple, des check-ins réguliers où chacun exprime son niveau de stress et ses besoins du moment. Mais attention, la forme, elle devrait varier parce que certains profils préfèrent l'écrit, d'autres l'oral, certains ont plus besoin de structure et d'autres de spontanéité. Amy Edmondson parle beaucoup de l'importance de l'apprentissage continu. Avec l'énagramme, on comprend aussi que chaque profil apprendrait différemment de ses erreurs. Un profil 1, il aurait besoin de comprendre le pourquoi de l'erreur pour l'accepter. Un profil 8 préférerait sans doute passer rapidement à l'action corrective. Un profil 6 aurait besoin de réassurance que l'erreur ne compromet pas la sécurité de l'équipe. Et puis, il y a la question de la reconnaissance. Là encore, chaque profil en a besoin, mais pas de la même façon. Un profil 3 voudrait une reconnaissance publique de tous ses accomplissements. Un profil 5 préférerait une reconnaissance privée de sa compétence. Et un profil 9 apprécierait qu'on reconnaisse sa contribution à l'harmonie de l'équipe. Les espaces de décompression aussi devraient être variés. Une salle de repos calme pour les profils qui ont besoin de solitude, des espaces de sociabilisation pour ceux qui se ressourcent dans l'interaction, des activités créatives pour certains, des défis intellectuels pour d'autres, et des moments de célébration pour d'autres encore. Cinquième partie, prévenir l'épuisement collectif. Maintenant, parlons prévention. Comment éviter que le stress individuel ne contamine toute l'équipe? Eh bien, Edmondson nous dit que la contagion émotionnelle est réelle dans une équipe. Le stress d'un membre peut rapidement affecter tous les autres. Avec l'énéagramme, on peut identifier les signaux d'alarme précoces. Quand le profil 1 devient hypercritique, quand le profil 2 commence à se plaindre de ne pas être apprécié, quand le profil 7 ne peut plus se concentrer, ce sont des indicateurs que l'équipe approche de la zone rouge. Et la solution, ce sont des pratiques de régulation collective, des pauses régulières vraiment respectées, des espaces de décompression adaptés. Certains profils auraient besoin de solitude, d'autres de connexion sociale. Des activités de team building qui ne forcent pas tous les profils dans le même mood. Voyez-vous, une équipe résiliente n'est pas une équipe sans stress. C'est une équipe qui sait reconnaître le stress, qui sait le nommer et qui sait mobiliser ses ressources collectives pour le gérer. Et ça demande une culture où la vulnérabilité, elle est valorisée, où demander de l'aide est vu comme une force et pas comme une faiblesse. C'est aussi créer des systèmes d'alerte précoces. Par exemple, un tableau anonyme où chacun peut indiquer son niveau de stress. Quand plusieurs membres sont dans le rouge, c'est le signal pour l'équipe qu'il faut ralentir, qu'il faut prendre soin d'elle-même. Et pas après la crise, mais bien avant qu'elle n'arrive. Et puis, Edmondson insiste sur l'importance du sens. Une équipe qui comprend pourquoi elle traverse une période difficile est plus résiliente. Mais attention, chaque profil trouve du sens différemment. Un profil 1 a besoin de voir comment son travail contribue à quelque chose de juste. Un profil 3 veut voir l'impact concret. Ou un profil 6 aurait besoin de comprendre comment cela a créé de la sécurité à long terme. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
D'abord, que le stress en équipe n'est pas une somme de stress individuels. C'est un phénomène systémique qui demande une approche systémique. Amy Edmondson nous a montré l'importance de la sécurité psychologique. Et l'énéagramme nous donne les clés pour la construire de manière personnalisée. Ensuite, que la résilience collective se construit dans la diversité, pas malgré elle. Chaque profil apporte ses forces et ses vulnérabilités. Une équipe qui comprend et valorise ses différences est infiniment plus forte qu'une équipe qui essaie de les gommer. Et puis, n'oublions pas que ce travail demande du temps, de la patience, de la pratique. On ne transforme pas une culture d'équipe du jour au lendemain. Mais chaque petit pas compte, chaque moment où un membre se sent suffisamment en sécurité pour exprimer son stress, chaque fois qu'un collègue offre le soutien adapté, chaque pratique de régulation mise en place. Maintenant, le plus important peut-être, ce travail sur le stress et la résilience n'est pas qu'une question de bien-être. C'est aussi une question de performance durable. Les équipes qui savent gérer le stress collectivement sont celles qui innovent, qui s'adaptent, qui traversent les crises. Et comme le dit Amy Edmondson, l'échec n'est pas l'ennemi du succès, c'est un composant essentiel de l'apprentissage et l'innovation. Créer une équipe résiliente avec l'énéagramme, c'est vraiment reconnaître que nous avons tous des façons différentes de réagir au stress et que cette diversité, c'est une richesse. C'est construire des ponts entre nos différences plutôt que des murs. Et c'est apprendre à nous soutenir mutuellement dans nos vulnérabilités respectives. Dans le prochain épisode de la série Collectif, nous explorerons comment l'énéagramme peut transformer la façon dont une équipe prend des décisions et résout les conflits. Merci pour votre écoute.